Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, c'est iWeek en direct comme tous les mardis soirs sur Watch TV. On est ensemble pour balayer l'actu de l'écosystème Apple. Une heure d'interactivité évidemment avec vous, avec ce hashtag que vous connaissez bien, iWeek TV, profitez-en. On est connecté, on est à l'écoute de vos messages, de vos questions, de vos réactions. Pour une émission à la fois d'actu, ce soir, comme toutes les semaines, mais aussi de projection dans un futur assez proche, un futur joyeux, ça va nous faire du bien. Ça va sentir bon le sapin pendant une heure dans iWeek avec mes 4 camarades, puisque les amis, on va parler de Noël et on va essayer de vous aider, de vous aider et de vous donner quelques idées de cadeaux si vous êtes dans cet écosystème Apple, que ce soit sur Mac, sur iPad, sur iPhone ou sur iPod Touch ou sur Apple Watch aussi. Vous avez peut-être envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir. Et moi, je compte sur vous, les amis. Alors, je vais vous dire bonjour à tour de rôle. Je suis très heureux de vous retrouver. Je vais commencer par saluer Teddy de My Teddyland. Comment ça va, Teddy ? Salut Benjamin, salut tout le monde. Je suis ravi d'être avec vous ce soir, d'autant plus que j'étais pas là la semaine dernière. Donc, m'avait manqué, ça me fait plaisir de vous retrouver ce soir. Eh ben écoute. Et en plus, on est le 1er décembre, le premier jour de l'Avent, on a attaqué le calendrier, c'est formidable. Le mois de décembre, j'aime beaucoup, là, il va y avoir Star Wars, enfin, il y a plein de choses, il y a Noël qui arrive. Très enthousiaste l'idée de démarrer ce mois de décembre. C'est vrai, et on n'est pas fâché de lâcher le mois de novembre, c'est sûr. Ah oui. Je vais continuer à vous dire bonjour, alors on va faire un saut kilométrique fulgurant, puisqu'on part du côté de San Francisco pour dire bonjour à Jean-Christophe Wing. Salut Jean-Christophe. Salut Benjamin, bonjour à tous. Et moi aussi, comme t'es dit, je suis content d'être là. J'ai pas pu être là la semaine dernière. Et j'aime beaucoup le mois de décembre. Pardonné. Voilà. Ça va être sympa de discuter de tout ça ensemble. Voilà, San Francisco, dis-nous un petit peu là, début décembre, il y a de la brume ce matin. Tu vois, j'ai un petit col roulé, mais il fait un temps magnifique. Tu as mis ta petite laine, c'est bien. Voilà, il fait frais dehors, mais il fait très beau. Bon, eh ben écoute, sois le bienvenu comme d'habitude, Jean-Christophe, dans iWeek. Les autres complices de cette soirée, vous les connaissez. Visage familier, direction la Méditerranée, avec Elie Abitbol. Salut Elie. Oh, on t'entend pas ? Tu n'as pas dû ouvrir ton micro. Le micro, ce sera mieux. Ouais. Le bug du débutant. Et voilà. Bon, je disais bonsoir Benjamin, bonsoir tout le monde. Désolé pour le bug. Je suis ravi d'être là. Eh ben, écoute, nous aussi. Est-ce que ta hotte de Père Noël est pleine ? Plein de boîtes, plein. Ah, les boîtes, formidable. Boîte. Et puis le Oui. dernier participant d'iWeek ce soir, c'est lui aussi une figure de l'émission, c'est Gilles Dounès. Salut Gilles. Salut Benjamin, bonsoir tout le monde. Et bonsoir Gilles. Tu es déjà dans les emplettes de Noël toi aussi ? Oui, on a fait de la Cyber Week et on a fait pas mal d'achats sur Internet. On a pratiquement tout clé. Eh ben écoute, ça tombe bien. Justement, on va en parler de ces jours de folie qui viennent de passer. Vous avez peut-être fait quelques bonnes affaires. On va se retrouver dans une seconde pour entrer dans le vif du sujet de cette iWeek. On va commencer justement par les cadeaux de Noël. À tout de suite. Voilà, Noël, ça vous a pas échappé, c'est toujours le 25 décembre et c'est toujours le même problème. Qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir autour de soi ? Est-ce que c'est une bonne année pour les petits cadeaux de Noël d'abord ? Parce qu'on est tous un petit peu raides forcément, les temps sont durs. Est-ce que les cadeaux sont forcément chers dans l'écosystème Apple ? Dans l'écosystème Apple, ouais, quand même assez, ouais. Mais bon, il n'y a pas que l'écosystème Apple, heureusement, il y a des alternatives. Ah, voilà. Bon, je ne parle pas seulement de la Dragon à 15 €, évidemment. Ah non. pour la télécommande de la. Je l'ai, la Dragon, je l'ai. Voilà. J'avais envie de peser, de la peser pour faire un prix au kilo, mais ça serait ça va intéressant. être monstrueux. Dans le paquet lui-même, elle est déjà extrêmement légère. Le paquet plus la Dragon est très très léger.
je me disais qu'au kilo, ça doit être plus cher que le caviar, probablement. À ce prix-là, on parle Possible. plus de kilo, on parle de carat. De carat? Bon, alors on va démarrer tout de suite par une première idée, un premier cadeau, et on va se tourner vers celui qu'on surnomme l'homme au casque ici sur Watch TV, à savoir Teddy. Oui. Teddy, là, tu me fais mentir parce que tu as mis des écouteurs blancs. Alors, franchement, tu es méconnaissable, mais. Mais je vais tout expliquer, Benjamin. Donc en fait, voilà, le casque, je l'ai pas sur les oreilles, mais je vais vous le montrer. Le casque que je vais vous présenter. Alors d'abord, je vais juste vous dire une chose. Effectivement, je suis un passionné de casque. Et pourquoi il est important de faire un bon choix au niveau du casque, c'est parce que tout simplement, c'est important aussi de prendre soin de vos tympans. De comme ces il est petites important. oreilles. Ouais, parce que le problème, c'est que si vous en prenez pas soin, le jour où vous perdez l'audition, c'est irréversible, hein, ça revient pas. Donc c'est important d'en prendre soin. Vous pouvez trouver des casques à 20, 25 euros chez les air discounters, mais vous risquez d'avoir des problèmes auditifs très jeunes, donc ce serait dommage. Donc moi, le casque que je vous propose, alors je sais pas si on va bien le voir, c'est un casque un petit peu particulier pour différentes raisons. D'abord parce qu'en fait, comme c'est indiqué ici, Divacor, cette marque, en fait, c'est une start-up de la French Tech, qui est basé à Metz en Moselle. Comme vous pouvez le voir, donc il y a les coussinets, c'est du vrai cuir, hein, les arceaux, là, c'est de l'aluminium. Donc au niveau qualité de fabrication, il est top niveau. Au niveau de la qualité du son, parce que c'est ce qui est quand même important pour un casque, là on est donc sur du Bluetooth 4.1 avec de la PTX. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça permet Qu'est-ce que simplement. c'est que la PTX? Dis-nous. Ça permet, pour schématiser, en fait, d'avoir la qualité de son qui est presque équivalente à celle d'un CD, donc bien meilleure qu'un MP3 classique. Donc c'est pour ça que la PTX est très important, à plus forte raison, puisque là, comme j'ai dit, c'est du Bluetooth 4.1, donc ça veut dire que c'est un casque nomade sans fil. Alors on pouvait, quand il n'y a plus de batterie, il y a un câble qui est fourni avec pour pouvoir continuer à utiliser, mais le fait qu'il soit aptX, c'est très important. Et pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, en général, les casques qui sont équipés de ces technologies-là, on les trouve plutôt dans une fourchette de prix qui est autour de 300 euros. Pas tous, hein, il y en a quand même qui sont moins chers, mais c'est en général la moyenne du prix, c'est ça, c'est 300 euros. Or là, ce casque addict de Divacor, vous le trouvez à 149 euros. Et autre point positif qui le caractérise, c'est en fait, il a une autonomie de 30 heures, ce qui là aussi est énorme parce que pour un casque Bluetooth en général, l'autonomie c'est 18-20 heures grand maximum. Là, on est à 30 heures. Moi personnellement, ça fait 3 semaines que je l'ai, j'utilise tous les jours. Je ne l'ai encore pas rechargé une seule fois. Donc quand ils disent 30 heures, je veux bien les croire. Et pour juste conclure avec Divacor, donc cette start-up française, ils font également une excellente enceinte qui s'appelle la Cthulhu 2+, que je vous invite à voir le test que mon camarade Mathieu Dos Santos a fait dans l'émission Studio Mobile. Notre camarade même, notre camarade. Voilà, exactement. Tu sais, notre camarade qu'on voit en ce moment sur les réseaux sociaux en tutu, avec grâce à l'illustrateur de l'école des fanboys, à Pinico, que je salue au passage, et qui avait donc justement fait aussi un petit visuel en reprenant ma photo de profil sur Facebook où j'avais un casque de chantier avec marqué Watch TV, hein, c'est à cause de toi, ça, Benjamin, Oui. et j'avais un casque autour du cou, et facile. c'était le addict de Divacor. Donc voilà, la boucle est bouclée. Tu nous as juste pas donné le prix de ces petites choses. Ça a l'air très bien, mais combien ça coûte? Si, je te l'ai dit justement, c'est son intérêt aussi, c'est son prix 149 euros, c'est-à-dire moitié moins cher que ses concurrents. Et puis surtout, c'est important, c'est que vous faites travailler une start-up française, quoi. Ah ouais, très très bien. Teddy, est-ce qu'il fait réduction de bruit? Oui, il a la dernière technologie dernière génération, de réducteur de bruit. Ouais, je sens que Jean-Christophe va se l'offrir pour les longs trajets en avion. Moi, j'ai un Bose qui a quelques années, et effectivement, c'est assez séduisant ce que décrit Teddy. Voilà. Élie. Moi, c'est je disais, où est-ce qu'on peut l'acheter alors, ce casque? Alors, je sais qu'il est disponible sur le site de Divacor, donc divacor.com. Et pour ce qui est des revendeurs, alors là, je voudrais pas trop m'avancer, je voudrais pas dire de bêtises. Je sais qu'il était prévu pour être disponible dans les magasins type Darty ou Boulanger, mais comme c'est un modèle qui vient de sortir, je sais pas s'il est déjà disponible. Donc, par contre, sur le site divacor.com, ça c'est sûr et certain, il est disponible. Vous pouvez le commander et vous êtes livré rapidement puisque voilà, c'est une boîte française. Donc voilà. Alors, on va passer au deuxième cadeau. Il y a des cadeaux assez évidents dans cette liste. Il y en a d'autres qui le seront moins, vous allez voir. Ce cadeau assez évident, c'est le dernier né des iPhones. Et vous êtes au moins deux, là, sur vous quatre, à l'avoir mis en avant. Teddy, toi, tu en as fait aussi
ton deuxième coup de cœur. Et puis, Ouais. Ellie, tu voulais insister sur cet iPhone 6S. Oui, absolument. Parce que bon, l'iPhone, on l'a tous les ans, mais parfois, il y a des iPhones qui sont plus réussis que d'autres, et c'est un peu le cas du 6S. Il est très rapide, la batterie tient bien, le touch 3D, moi je trouve ça super pratique à l'usage. Et ben, je vous parle même pas de l'appareil photo, de l'iPhoto, de tous les trucs qu'on a dit lors du lancement, mais c'est un bel appareil. Et puis là, vous avez une belle pub qui vous montre tout ça. Ouais, j'ai quand même une question pour ceux qui ont déjà un iPhone. À partir de quel modèle est-ce que ça vaut le coup vraiment de changer de téléphone? Si on a un 6, si on a un 5S, Si on a est-ce que le un changement est vraiment Si on a un énorme? 6, peut-être pas, mais à partir du 5S, oui, ça peut valoir le coup, déjà parce que vous avez un écran qui est plus grand. Et puis, vous avez la dernière génération du Touch ID qui est vraiment bluffant de rapidité. Vous avez 3D Touch. Enfin, bon, moi, je trouve que ce 6S est intéressant pour la simple et bonne raison, c'est que pour une déclinaison S, il y a quand même eu beaucoup de choses nouvelles qui ont été apportées. Et enfin, moi, je sais que personnellement, je regrette vraiment pas de l'avoir pris, quoi. Ouais. J'ai une question à propos de l'appareil photo. Oui, DxO, dont on va parler tout à l'heure, qui a plusieurs casquettes, a un test sur les différents capteurs à partir de son expertise, et ils testent régulièrement tous les smartphones depuis deux, trois générations. Année après année, c'était l'iPhone qui arrivait en tête chaque fois qu'il sortait. Là, c'est plus le cas. Tu parles de qui, Gilles? DxO. De DxO, il parle. Oui, mais tu parlais de quelqu'un qui fait des tests. De qui tu parles? Oui, DxO fait depuis quelques années des tests et les publie. Alors, c'est pas DxO Labs, j'ai pas le nom, je vais le trouver tout à l'heure. Peut-être nos amis sur Twitter vont nous aider. Ils testent les appareils photo des smartphones. Oui. Et le publie avec des previews. Année après année, c'est plutôt l'iPhone qui tourne en tête chaque fois qu'il sort. Et l'iPhone 6S, cette année, est un petit peu en retrait par rapport au Samsung, mais également par rapport au dernier Sony. Et Sony n'a pas manqué de son prévaloir. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il en est exactement. Alors, apparemment, c'est sur la périphérie des images qu'il y a un petit peu de perte de netteté, un peu plus de bruit numérique, etc. Est-ce que ça se ressent ou est-ce que c'est juste des choses qu'on voit en laboratoire? Alors moi, je vais dire ce que j'en pense pour le coup, c'est que l'iPhone 6, donc le modèle précédent, effectivement, était très très bon en photo, et que le 6S le dépasse même encore un peu. Simplement, si dans ce classement l'iPhone a un petit peu rétrogradé, c'est pas parce que l'iPhone est devenu moins bon en photo, c'est tout simplement parce que du côté de la concurrence Android, à savoir à la fois le Galaxy S6 de Samsung, le LG G4, même les derniers Nexus, eux en revanche ont fait un énorme bond en avant, et effectivement des qualités en photo qui sont vraiment impressionnantes. Mais de fait, l'iPhone reste malgré tout très très bon en qualité photo. Hein. Parce que quand on regarde le test en détail, il y a des défauts qu'il n'y avait pas jusqu'à présent. C'était de savoir si c'était perceptible ou juste quelque chose qui était mesuré dans des conditions bien précises. Gilles, je précise que les images qu'on voit là, c'est toi qui m'as aiguillé vers cette vidéo. C'est une vidéo de DxO Optics. Oui. Explique-nous. C'est pas de ça dont je parle. Ça, c'est un logiciel dont on va parler tout à l'heure et qui permet on peut en parler maintenant parce qu'on le voit. Développer des fichiers bruts des appareils photo, mais et également de l'iPhone ou du Galaxy et des derniers Sony depuis quelque temps. C'est un logiciel de développement de retouches. DxO fait également une procédure de test sur les appareils photo des smartphones. Je vais essayer de te le trouver. Mais attends, oui. Tu parles de deux DxO différents, j'ai l'impression, non? Oui, il y a trois. Ouais, sois clair, parce que là, honnêtement, je voulais en parler. Phonétiquement, c'est la même marque et moi, j'ai pas compris.
Ils sont d'abord, historiquement, les fournisseurs de solutions pour les constructeurs d'appareils photo pour aider à traiter le signal parce que les capteurs sont très petits sur les smartphones et sur les téléphones portables. Et donc, du coup, les pixels, les cellules, comment dire, Gilles, attends, oui, juste ça, parce que pixels. Gilles, je voudrais juste comprendre parce qu'on on parlait de l'iPhone 6S, tu as embrayé sur la photo et tu voulais quoi dire que l'iPhone 6S est excellent, notamment pour la photo, c'est ça ou tu voulais dire autre chose? Je voulais savoir si les défauts qui ont été notés en laboratoire sont perceptibles dans une utilisation quotidienne et dans la vraie vie, ou si simplement des choses qui sont perceptibles en laboratoire. Bah, moi, Pour personnellement, moi, j'ai pas trouvé de défaut. moi non plus. Oui, moi hein. non plus. Ouais. Voilà. Donc après, si on regarde avec un œil de professionnel, peut-être effectivement qu'on y trouvera des défauts, mais pour des utilisateurs lambda comme nous, sincèrement, il n'y a aucun problème. Pour répondre à ta question, Benjamin, je pense que depuis l'iPhone 5, ne serait-ce qu'en termes de taille d'écran, c'est un grand bond en avant. Donc c'est effectivement à conseiller. Et alors on peut faire autre chose. C'est ce que j'ai fait moi, c'est utiliser la version S pour tester le plus, alors que j'avais le 6 en version normale. Comme Alors ça, refais-nous j'utilise ça, les deux tailles de téléphone. refais-nous ça. Attends, prendre le S pour tester le plus alors que tu avais le 6 en version normale. Alors vas-y, remets les choses à l'endroit. La version S, je voulais pas reprendre le même téléphone, donc j'en ai profité pour prendre le modèle Plus, qui est le grand modèle. Donc le 6S Plus, Voilà, alors que j'avais le petit modèle avant. le 6. Voilà, Donc tu compares le 6 avec le 6S Plus. voilà, c'est ça. Et alors, est-ce que ça vaut le coup de passer du 6 au 6S Plus? Alors j'ai eu du mal à me faire à la taille de l'écran au début, mais je dois dire que c'est extrêmement agréable, notamment parce que enfin j'arrive à taper avec deux doigts, ce que je pouvais pas faire sur le façon BlackBerry, ce que je pouvais pas faire sur le 6, comme ça là, en tenant les 2 pouces comme ça. D'accord. Voilà, et effectivement la taille d'écran est très agréable, pas au point de remplacer mes iPads, mais ponctuellement c'est chouette d'avoir un grand écran. Très bien. On va continuer à dérouler notre liste de Noël, notre liste au Père Noël. Pas sûr qu'il ait les sous de tout nous offrir dans 3 semaines, mais on peut toujours essayer. Après tout, c'est bien ce que font les enfants. Alors, il y a un produit qui est pas très cher, justement, ça tombe bien. Ça peut être justement une bonne idée de cadeau. C'est toi, Teddy, qui a voulu la mettre dans ta liste. C'est le Chromecast deuxième génération de Google. Oui. Rappelle-nous ce que c'est. Alors, le Chromecast, c'est en fait un petit appareil que vous branchez sur donc je vous remonte la boîte, hein, c'est ça, parce que il est sur ma télé, donc je vais pas aller vous le chercher maintenant, mais Et pourquoi pas vous branchez parce que la télé est un peu loin. Donc, vous le branchez sur la prise HDMI de la télé et sur le secteur, un peu comme une Apple TV. Simplement. Alors en fait, moi, à la base, donc j'ai l'Apple TV de 3e génération et j'avais prévu donc de prendre la nouvelle version de l'Apple TV. Et puis au final, avant de prendre cette nouvelle version d'Apple TV, j'ai quand même voulu tester le Chromecast parce que sur la nouvelle Apple TV, il y a quand même des choses qui manquent et qui moi me dérangent compte tenu de son prix. Par exemple, l'application MyCanal. Et là, en fait, j'ai pris ça parce que le Chromecast, ça coûte, allez, de mémoire, je crois 39 €, donc c'est pas non plus super cher. Je me suis dit, je vais tester, puis je verrai bien si ça répond à mes besoins ou pas. Et je dois dire que j'ai été vraiment agréablement surpris parce que le Chromecast première édition, bon, il faisait un peu la même chose, mais il n'était pas super rapide. Là, par contre, c'est vraiment extrêmement rapide. Et c'est compatible vraiment avec tout, aussi bien iOS, Android, les PC, les Mac, via une petite extension sur le navigateur de Google. Ouais. On l'a vu, Teddy, dans la vidéo. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le Chromecast est aussi compatible iOS.
Complètement, oui, et ça marche impeccable. Hein. Moi, je l'utilise aussi bien avec mon iPhone qu'avec l'iPad, même avec le Mac, hein, comme je disais juste avant, sur Google Chrome, vous allez dans le magasin d'applications, vous installez une extension à Chrome, et puis vous pouvez naviguer depuis votre ordinateur en projetant sur votre téléviseur. Donc, ça fonctionne vraiment super bien. Moi, j'étais vraiment étonné de ça, de voir la vitesse à laquelle tout ça fonctionne. Et puis, cerise sur le gâteau, sur ce petit dongle à 39 €. Vous avez MyCanal qu'on n'a pas sur l'application, sur l'Apple TV. Vous avez Plus, enfin bref, beaucoup de choses qui manquent moi sur l'Apple TV qu'il y a là sur un truc qui coûte 39 €. Ouais. Quoi. Aujourd'hui, j'en suis tellement satisfait que très sincèrement, du coup, je pense que je vais pas acheter le nouvel Apple TV. Et donc, merci à la limite à Google, ils m'auront fait économiser 200 € quoi. Bon, bah écoute, tu Sauf peux t'es dit sortir que- maintenant, Teddy, voilà. Merci d'avoir participé à iWeek. Non, mais... Sauf Teddy, Ouais. qu'on peut, sur le Mac, il faut passer par Chrome. C'est pas Ouais, comme c'est ça. AirPlay, on peut Ah pas non, non, c'est pas streamer attention. n'importe quelle vidéo. On est bien C'est ça. d'accord, hein, Jean-Christophe, on fait pas, c'est pas de la recopie de l'écran, c'est juste pour Internet via Chrome. La seule chose éventuellement qui pourrait manquer par rapport à l'Apple TV, mais moi c'est pas un domaine qui m'intéresse, c'est les jeux vidéo, où, effectivement, puisque sur l'Apple TV, vous savez que vous pouvez en installer maintenant avec les applications, alors que ça c'est pas possible avec ce Chromecast, mais bon, moi c'est pas un usage que j'ai, donc ça me gêne pas. Bon, voilà, donc là, on est aussi à un moment où vous êtes plein à déjà avoir certaines générations de matériel, peut-être un ancien Apple TV, et vous vous posez peut-être aussi la question de savoir si l'Apple TV 4 qui vient de sortir vaut la peine de vous racheter un Apple TV. Et c'est vrai que le Chromecast numéro 2 est un sacré concurrent, d'autant que quand même en termes de prix, t'es dit on parle de 39 € au lieu Ah, c'est ça. Enfin, on est au quart du prix, quoi. Voilà, 39 €, et sachant que je vais vraiment finir par me faire virer d'iWeek, mais dans l'univers Android, vous avez aussi la Nvidia Shield TV qui coûte le même prix que l'Apple TV, mais qui a quand même quelques fonctionnalités en plus. D'abord, il supporte la 4K, et puis pour ceux, justement, comme je disais avant, moi ça m'intéresse pas, mais pour ceux qui sont un peu des gamers dans l'âme, vous avez un catalogue de jeux vidéo qui est nettement plus conséquent, avec une richesse narrative plus importante que les jeux de casual que vous pouvez trouver sur l'App Store d'Apple, quoi. Ouais. Bon, bah écoute, tu peux sortir maintenant, c'est bon. Voilà. Merci, Teddy. Je suis content d'être venu, c'était sympa. C'était très sympa. Vous êtes sur Twitter et on vous suit. On n'a pas encore, enfin, j'ai pas encore eu l'occasion de vous saluer, mais vous êtes au rendez-vous. Merci. On est en direct en ce mardi soir, 20h et 23 minutes. Si vous nous regardez en direct, évidemment, il sera plus la même heure sur les replays. Mais salut à Titou qui dit bonsoir à tous les iWeekers. C'est vrai qu'il faudrait qu'on invente un nom là pour tous ceux qui font partie de la bande. Pimous nous dit bonsoir et espère que sous le sapin, il y aura peut-être, je dis bien peut-être un pencil, autrement dit le crayon numérique qui va en théorie avec l'iPad Pro, en espérant que le Père Noël soit plus efficace qu'Apple. Céline, une autre fidèle, nous dit bonsoir et prévient qu'on va faire fumer la carte bancaire à cause d'iWeek. Ce soir, vous êtes tous au rendez-vous. Patrice, Philippe, Joël, Alexandra, voilà, toute la bande est là et c'est très très sympa. On va continuer à dérouler la liste de nos souhaits au Père Noël avec toi, Ellie. Et bah toi, tu ne pouvais pas ne pas nous inciter à dépenser nos économies en achetant une Apple Watch. Et oui, parce que finalement, plus on s'en sert, plus on l'aime. Et je pense que pour ceux qui ont déjà un iPhone, qui ont déjà un iPad et qui cherchent un cadeau et qui veulent rester dans l'environnement Apple, ben, l'Apple Watch, c'est bien, quoi. Elle s'améliore. Tous les jours, il y a des nouvelles applis. Bon, moi, je trouve que c'est un bon cadeau. Et puis, souvent, comme dans les cadeaux, il faut qu'il y ait aussi un peu le côté un peu pas indispensable. Donc, c'est pour ça que c'est un cadeau. Ouais, et voilà. Mais pourtant, Ellie, regarde cette étude et ce papier, notamment sur le site d'iGénération, nos copains de MacG. L'Apple Watch fait beaucoup de choses, oui, mais peu sont utilisés finalement. C'est vrai. En fait, au départ, la tendance, c'est d'installer toutes les applis qu'on a sur l'iPhone. Et d'ailleurs, l'Apple Watch le fait par défaut. Donc, on se retrouve avec un écran qui a une myriade d'applications. Et finalement, c'est presque confus parce qu'il y en a beaucoup. Donc, le conseil, c'est de n'utiliser que les indispensables. Donc, par défaut, j'en ai décoché les 3/4.
Et j'en ai rajouté quelques-unes quand j'en avais besoin. Et donc, c'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui deviennent indispensables. Mais si à chaque fois qu'on cherche quelque chose, il faut naviguer parmi une centaine d'applis qui sont toutes petites, c'est compliqué. Mais si on en a une bonne dizaine qu'on utilise tout le temps, c'est vraiment pratique. Moi, je l'utilise pour allumer mes lumières, pour débloquer la voiture, pour des tas de choses avec Siri, et c'est franchement, c'est rigolo. Mais pas indispensable, c'est pour ça que c'est un cadeau. Voilà, alors je reprends le cours de vos tweets pendant que tu nous parlais de l'Apple Watch. Ellie, alors pas mal de confirmations d'abord à propos du 6S et oui du 6S, notamment Pimous qui aime la possibilité de faire de la vidéo en 4K avec le 6S. On précise qu'avec le 6S, il n'y a pas de stabilisation contrairement au 6S Plus. Une question de Patrice Lambert, tiens, alors qui pose une question étonnante: à quand les photos en plein écran sur iPhone? C'est une bonne question. Elles sont, Mais j'ai pas l'air. elles sont en plein écran sur iPhone, En non? plein écran. Non, c'est vrai, il a raison, elles sont pas en plein écran sur l'iPhone. Comment ça? Ben, si on tapote 2 fois dessus, elles passent en plein écran? Oui, mais il faut tapoter 2 fois dessus. Ah, c'est une question pour feignant, en fait, c'est ça. C'est ça. C'est pour les partisans du moindre effort. Je sais pas si Patrice peut préciser sa question, c'est peut-être juste ça. Est-ce qu'il faudra à quand la suppression du double tap pour effectivement passer en plein écran? Philippe Legrand vous confirme qu'il est passé lui aussi du 5 au 6S Plus et qu'il apprécie le confort. Voilà. Et puis, on a Céline aussi qui nous propose, puisqu'il y a bientôt le mercato d'hiver, qu'on fasse un transfert de Teddy sur Andromag. J'ai vu Mais ça, bon, je oui. pense que c'est pas si grave que ça. À mon avis, il a juste attrapé une dose sentite aiguë l'autre fois avec le casque, mais il va guérir. Hein. Oui, la Voilà. Dos Santit, oui, véhiculée par le fameux moustique, le Dos Santos, voilà, Tout à fait. à pattes poilues que tout le monde connaît, forcément. Bon, donc, Marie et Samy, je vous embrasse, j'arrive bientôt. Voilà. Bon, je voudrais pas qu'on fasse une spéciale Apple parce que c'est forcément trop facile, mais c'est vrai c'est quand même un certain nombre de produits de la marque à la pomme qui dominent en cette fin d'année. Alors c'est pas l'iPad Air 2, c'est plutôt l'iPad mini 4. Teddy, notamment, sur lequel tu voulais revenir ce soir à l'occasion de cette sélection de cadeaux de Noël. Oui, Pourquoi alors pourquoi? Tout simplement Pourquoi parce le que petit et pas le moyen? parce que moi, personnellement, je suis plutôt au contraire un partisan des écrans un peu plus petits. D'ailleurs, par exemple, là, pour l'iPhone, j'ai pris le 6S, j'ai pas pris le 6S Plus. Et que là, pour l'iPad, de la même manière, moi, quand j'ai eu le tout premier iPad, je trouvais un peu lourd, un peu encombrant, et j'étais très content de voir arriver l'iPad mini. Donc, j'avais acheté la première version, donc c'était il y a 3 ans, donc il commence un peu à dater. En plus de ça, il a fait une chute du canapé qui a laissé quelques traces sur l'écran. Et c'est vrai aussi que depuis iOS 9, il est quand même un peu moins, il est quand même un peu ralenti. Donc du coup, je me suis penché sur le cas de cet iPad mini 4 que j'ai commandé, j'ai pas reçu encore d'ailleurs. Et je suis d'ailleurs un peu étonné que Apple ne parle pas davantage de ce produit-là, parce que je me souviens lors de la keynote, ça a fait une Le correspondant que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Voilà. Merci de laisser un message après le bip. Oui, bien sûr. Alors oui, Oui, d'accord, pas de souci. On va laisser le message après le bip. Hein, voilà, on va essayer de laisser un message à Jean-Christophe qui nous a momentanément quittés. D'accord. Voilà, donc tu nous parlais de cet iPad mini 4. Voilà, l'iPad mini 4 dont je trouve qu'il n'est pas suffisamment mis à mon goût, en tout cas en avant de la part d'Apple, alors que il reprend la finesse de l'iPad Air et l'iPad Air 2, ce qui en fait d'ailleurs une des tablettes les plus légères du marché. Je crois qu'il y a juste une tablette chez Sony qui doit être un peu plus fine et un peu plus légère, mais ça se joue à rien du tout. Et puis surtout, il est extrêmement puissant puisqu'il reprend la puce de l'iPad Air 2, je crois, c'est l'iPad 8X. Et donc, moi j'ai hâte de le recevoir parce que là, pour le coup, je trouve que au prix où il est proposé, certes, ça reste un petit peu cher, mais finalement, en face, j'ai dit du bien d'Android tout à l'heure, mais là, je dois dire que pour le coup, au niveau des tablettes, je trouve qu'en face, il y a pas grand-chose d'intéressant. Donc, au niveau des tablettes, pour moi, les iPads, ça reste quand même au-dessus. Ouais. Donc, voilà. Je suis totalement d'accord.
Moi, j'utilise aussi un iPad mini et je préfère. C'est plus pratique. On peut le mettre dans une poche de blouson. C'est beaucoup plus pratique pour lire. Et l'iPad mini 4 a tout ce qui manquait à la génération précédente, c'est-à-dire qu'il est aussi rapide que l'iPad Air 2. Il a un écran, d'après tous les spécialistes, qui est le plus bel écran de tablette existant à ce jour. Et donc, c'est surprenant. Touch ID marche super bien. Tout est très, très rapide. Et donc, moi, j'ai la chance d'avoir pu le tester. Ça fait partie de mes petits cadeaux de Noël dans ma liste à moi, hein, mais donc j'ai pu le tester quand même chez nous et c'est vraiment un produit étonnant que je conseille à tout le monde, comme tu dis. Ouais, du coup, on le garde, Teddy. Voilà, on le garde. Ah, c'est gentil, je réintègre. Oui. Voilà, on le garde. Non, on n'a pas dit ça, mais provisoirement, on te garde en tout cas. Voilà. Tu as gagné 5 minutes de répit. Gilles, qu'est-ce que tu penses de cette 4e génération de l'iPad mini, toi ? Je ne l'ai pas testé pour être franc. Sur le papier, elle arrive enfin à maturité, oui. D'autant que en contrepoint, la dernière génération d'iPad 9 pouces,7, elle n'a pas beaucoup bougé du coup. Elle devient vraiment intéressante, cette dernière génération d'iPad mini. Ouais, parce que là, on peut vraiment le trimballer partout. Il est tellement léger. Moi, la tablette, c'est vraiment un produit que j'emmène partout. Donc, c'est important que le fait qu'il soit fin et léger. Et j'ai eu beau chercher, moi, sincèrement, je lui ai pas trouvé de défaut. Alors, on va sortir des cadeaux Apple pendant quelques instants. Je sais que, Ellie, toi, tu es très connecté, mais du côté des ampoules. Hein. Ton côté bulbe un petit peu et donc Absolument. Moi, j'aime bien les éclairages et les objets connectés. Donc, ça fait un petit moment que je me penche là-dessus et j'aime bien le système. Il y en a plusieurs. Elgato a son système AVA qui est pas très cher où les ampoules sont individuelles et connectables. Mais Philips a une énorme avance sur tout le monde avec son système Hue. Et donc, je voulais vous proposer 2 produits pas très chers. Le premier a un avantage énorme, c'est le Hue Go. C'est une petite lampe que je peux vous montrer qui est à côté de moi. Ah, montre-la. Et donc, voilà, que vous avez à l'écran. Et que j'ai là aussi. Montre-la nous en vrai, c'est encore mieux. Voilà, donc elle est là. Et l'intérêt, c'est qu'elle fonctionne sur batterie. Donc, elle se branche éventuellement. Et puis, elle a un petit bouton. Et en fait, évidemment, elle a 16 millions de couleurs. Donc, elle est contrôlable par un Mac, mais surtout, avec le petit bouton qui est derrière, je vais la mettre un peu plus là pour que vous voyez, il y a des ambiances prédéfinies. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. On ne voit pas bien la couleur, mais on comprend l'idée. On voit des variations, en tout cas. Ouais, voilà. Donc, je vais essayer de la mettre dans une... oui, le problème, c'est qu'avec la caméra du Mac, on ne voit pas bien parce que là, en fait, on passe du bleu. Il y a un bleu, il y a un vert forêt, etc. Et l'intérêt, c'est que non seulement ça éclaire bien une pièce, mais vous faites un dîner romantique, vous voulez être très écologiste et ne pas utiliser une bougie, vous pouvez la poser sur la table et ça fait un effet assez sympathique. Ah oui. Donc 99 €. Non seulement elle est autonome, mais à partir du moment où vous avez un bridge Philips, donc elle fait partie de l'écosystème et elle fonctionne avec l'application iPhone. Donc le deuxième produit qui est un peu le complément, c'est que profitant du passage maintenant au nouveau bridge, donc c'est le pont qui permet de contrôler jusqu'à 50 ampoules dans une maison. Donc il y a une nouvelle version qui maintenant est compatible HomeKit et qui fonctionne avec Siri. Et du coup le produit est disponible dans le Hue Store chez Philips pour 59 €. Et donc pour 59 €, on a ce bridge qui permet de contrôler jusqu'à 50 ampoules et qui fonctionne super bien à la voix. Donc il suffit d'avoir un iPhone comme ça et on lui dit « Dis Siri, allume les lumières ». Et normalement, s'il est sage et si j'active le téléphone, les lumières de la maison vont s'allumer ou s'éteindre, ou je peux effectuer une scène particulière. Et donc, moi, je trouve ça assez sympa. Ça donne des ambiances. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est que quand on utilise l'application MyCanal que nous aimerions tous avoir sur l'Apple TV, mais que certains utilisent sur Chrome et certains sur leur tablette et iPhone, Canal a fait un truc absolument génial, c'est que l'appli détecte la présence d'un système Hue
et vous propose instantanément de synchroniser le film que vous êtes en train de regarder. Ce qui fait que lorsqu'il y a une scène de guerre, les lumières vont devenir rouges. Quand on est dans un beau coucher de soleil, ça va s'éclaircir. C'est vraiment super. Quand il y a une scène torride, les scènes, ça va. Bon, voilà. Donc, c'est très sympa et c'est dynamique. Donc, ça permet de vivre un film en temps réel. Bon, sur Twitter, on te dit, Elie, que tu es lumineux ce soir. C'est vrai. Tu aurais pu te le mettre au-dessus de la tête, ce halo lumineux. Tu vois, ça aurait fait de toi un point sain. Attendez, j'ai un dernier truc, une dédicace spéciale pour notre ami Guillaume. Et donc, quand on fait cet effet comme ça, je peux dire « Guillaume, je suis ton père ». Voilà. Excellent. Il va être très, très sensible. Ouais. Je pense qu'il te répondra... avec son casque. Oui, dans son costume. Oui, c'est ça. Dans son costume favori de Dark Vador. Ça tombe bien que tu parles d'objets connectés, Elie, parce que ça, c'est la grosse déferlante cette année, évidemment. Tiens, avant d'ailleurs de venir à la suite avec Gilles, on peut faire un point sur HomeKit. Là, on en parle avec Philips. Belkin a sorti aussi sa solution HomeKit. J'ai raté quelque chose où il n'y a pas énormément de produits encore. En Europe, non. Aux États-Unis, il y en a plein. Alors, pardon. La déferlante, ça a été dans vos bouches. Là, on a entendu une sorte de marée de mots. Jean-Christophe, qu'est-ce que tu disais ? Je suis pas sûr pour Belkin, ou alors j'ai raté l'info. Parce que justement, je suis assez fan des produits Belkin qui marchent très bien avec plein de choses, sauf avec HomeKit aujourd'hui. Attends, non, c'est pas. Attends, tu sais quoi ? Je pense que j'ai dit Belkin en pensant à une autre marque. Elgato. Oui, Elgato, ouais. Pardon. Voilà, c'est ça. Autant pour moi. Excusez-moi chez Belkin et excusez-moi chez Elgato. Voilà, je voulais dire Elgato, puisque ces produits, on les avait vus au Medpi au mois de mai. Ils sont sortis, ils ont été disponibles quelques jours plus tard en juin. C'est bien Elgato, voilà. Donc Elgato, Philips. À part ça. Je pense, Benjamin, si je peux prendre la parole sur ce sujet, bien sûr. Moi justement, j'ai plein de produits maison connectés à la maison, sachant que je l'utilise pas avec Siri, mais avec l'Echo d'Amazon, qui est une espèce de gros micro haut-parleur qui comprend ce qu'on dit dans toute la pièce et à qui on peut justement faire allumer des lampes, éteindre des appareils. Ça marche très très bien. Mais ça utilise des standards un peu répandus, donc que ce soit le Wimo ou le SmartThings qui a été racheté par Samsung. Et le principal problème d'HomeKit, c'est qu'Apple, comme souvent, a voulu allez, on va être gentil, c'est Noël, trop bien faire plutôt que ne sois faire pas cavalier. trop gentil non plus. Ne sois pas trop gentil. Alors très bien. Apple a voulu, comme d'habitude, faire cavalier seul. Voilà. Et il faut que les produits soient homologués HomeKit. Et c'est pas du software, c'est du hardware. Donc c'est pour ça que Elie parlait d'un nouveau pont pour les ampoules Philips. C'est qu'en fait il faut changer le centre de commande pour que ça soit compatible HomeKit. Et quand vous avez des produits comme la prise commandée Belkin qui est toute simple, c'est on et off sur une lampe à la maison, il n'y a pas plus simple et ça fera un très beau cadeau de Noël parce que ça coûte, je crois, 40 €. Donc c'est bien au pied du sapin. Sauf que, évidemment, les prises qui sont déjà sorties et qui sortent encore aujourd'hui sont pas compatibles Belkin puisqu'elles n'ont pas le hardware nécessaire. Et donc, malheureusement, Apple n'a pas aujourd'hui sur ce front-là en tout cas, à mon avis, la force de frappe nécessaire pour que tous les producteurs d'outils connectés acceptent de revenir sur la planche à dessin et changent tout. C'est pas un hasard que si Elgato, qui est justement un nouvel entrant et qui avait pas d'historique, a juste sorti ses produits avec 6 mois de retard pour être compatible HomeKit. Il n'y avait pas d'existant à revoir. Une petite précision, si vous voulez bien. Oui. Alors, Elgato, ils sont arrivés, mais c'est les premiers à être en Europe. Mais ils ont toute une série de produits, ils sont très en avance. Ils ont eu l'énorme intelligence de fabriquer, enfin, ou de commercialiser en tout cas leur contrôleur hardware. Donc, si vous êtes fabricant de périphériques et que vous n'avez pas les moyens de développer, Elgato vous vend c'est en fait un petit circuit imprimé qui contient tout ce qu'il faut pour être compatible HomeKit et qu'il suffit de brancher sur votre périphérique. Évidemment, ils vous le vendent là, mais au moins vous pouvez être tout de suite compatible. Ah oui. Et puis là où ils sont très en avance, et c'est un lien avec Philips Hue et c'est assez rigolo parce que quand vous installez le nouveau bridge Philips et que vous voulez utiliser votre lampe avec Siri, etc.,
En fait, vous avez très peu de choses qui marchent, c'est-à-dire que vous pouvez lui dire allume les lumières, éteins les lumières. Normalement, vous êtes censé effectuer des scénarios, mais pour l'instant, ça marche pas, ou alors pas en français. Et quand vous regardez sur Internet, le conseil qu'ils vous donnent, ils vous disent, mais si vous voulez créer un groupe d'objets, si vous voulez créer des pièces, et vous voulez lui dire allume la cuisine ou éteins le salon, ou des choses comme ça, téléchargez l'application Elgato qui est gratuite, qui est pas du tout faite pour contrôler des lumières Philips, mais comme c'est HomeKit, il les reconnaît, et donc utilisez l'application Elgato pour contrôler nos lumières. Ça, c'est fort. Ouais, c'est pas mal. Faut quand même dire à propos de leur gamme donc, qui était sortie au mois de juin, ils avaient développé toute la gamme juste avant que HomeKit soit annoncé. Et au moment où ils allaient sortir leur gamme de produits de domotique, donc forcément qui n'était pas HomeKit puisque l'annonce venait d'être faite, ils sont repartis d'une feuille blanche et ils ont tout repris à zéro voilà, pour faire ce choix stratégique. Et d'ailleurs, il y a pour l'instant très peu de produits dans leur gamme parce qu'il y a un contrôleur de température et de qualité d'air intérieur, un extérieur et une prise on-off. Donc, il manque plein de choses encore donc, dans ce qu'ils avaient annoncé au début, qui vont arriver certainement dans les semaines ou les mois qui viennent. Un dernier mot sur HomeKit, si je peux. Ouais, bien sûr, tu peux, Jean-Christophe. Moi, j'attends l'année prochaine avec impatience parce qu'il y a un développeur indépendant qui est très actif sur le sujet d'HomeKit et qui a créé en fait un pont qui fonctionnera sur Mac et le Mac en fait assurera l'interface avec plein d'objets connectés. En gros, on parlera à Siri et le Mac servira de serveur en fait pour contrôler justement son interrupteur, sa bouilloire et autres. Et il a mis plusieurs mois à le développer, c'est presque prêt. J'ai testé une pré-version, ça marche pas mal. Mais voilà, encore une fois, je pense que c'est plus facile pour un petit développeur de s'insérer entre les mailles du filet que pour un Belkin comme tu disais Benjamin, de revoir toute sa production pour être compatible juste HomeKit. On va rester dans le domaine des objets connectés avec toi, Gilles, puisque toi, tu t'es intéressé et tu t'intéresses de près à l'aspect chauffage thermostat, avec une offre qui se concentre sur trois marques principalement. Oui, il y a trois principaux fabricants qui proposent des thermostats intelligents sur le même principe, c'est-à-dire que c'est l'équivalent du thermostat 1.0 qu'on connaît depuis la fin des années 80. C'est quoi le thermostat 1.0 ? La fin des années 70 ou le début des années 80. C'est quoi le thermostat 1.0 ? On-off, c'est quoi le thermostat 1.0 ? C'est le vieux thermostat soit sans fil, soit filaire, où on va rentrer les heures auxquelles on veut que le chauffage marche avec les différentes températures, 16 degrés pour la nuit, et puis 19 ou 20 pour la journée. Là, on va passer par une application et on va pouvoir les contrôler de façon beaucoup plus facile. Et on n'a pas de programmation à faire sur le thermostat lui-même. Et surtout, on a des choses plus intelligentes qui vont étudier le fonctionnement de l'inertie thermique du logement. Il va contrôler combien il met d'énergie et de chaleur et regarder avec son thermomètre combien de temps le logement met à perdre la chaleur qu'il a envoyée. Et à ce moment-là, en envoyant ces données-là dans le cloud au serveur du fabricant, il va pouvoir calculer le comportement et l'inertie thermique du logement et pouvoir piloter beaucoup plus finement la dose de chaleur à injecter quand il doit allumer la chaudière ou il peut la laisser, ou quand il peut la laisser éteindre. Gilles, on va peut-être montrer deux exemples, si tu veux bien, de ce dont tu es en train de parler. D'abord, une marque qu'on connaît tous parce qu'elle a été emblématique de cette révolution des thermostats connectés, c'est Nest, le bébé de Tony Fadell, le père de l'iPod. Partie. Oui, je t'écoute, Gilles. Oui,
Pardon, parce que j'ai depuis 2-3 jours une ondulation dans le son et il y a des moments où j'entends pas. Donc il y a Nest qui est la société qui a été fondée par Tony Fadell quand il a quitté Apple et qui a été racheté par Google. C'est le premier à être parti. Il y a c'est la 3e version et on a un objet qui maintenant plus grand. Hein. L'écran est plus grand notamment. L'écran est plus grand et il gère le démarrage et la fin de l'eau chaude, ce qui est assez utile. On a un chauffe-eau qui démarre un tout petit peu avant qu'on ait besoin de l'eau, avant le réveil de la maisonnée, et on n'a pas de l'eau en permanence qui chauffe, quoi. Est-ce que l'un de vous utilise un thermostat connecté, les amis ? Moi, non, pas encore, parce que le problème, c'est que ces thermostats américains sont pas forcément compatibles avec ce qui se fait en France. Ouais. Donc, alors, moi, j'avais regardé Nest avec beaucoup d'intérêt, mais il n'est pas compatible avec ce que j'ai. Donc, malheureusement, je peux pas l'utiliser. Netatmo, qui est un français, qui est le numéro 1 du marché français, qui, lui, n'est pas compatible avec les chaudières, mais ne gère pas l'eau chaude, mais qui est compatible avec environ 80 ou 90% des chaudières qui sont vendues en France. Ouais. Ils viennent de lever 30 millions dans un deuxième tour de table avec C4, le fonds d'investissement de Pascal Cagny. C'est pas les seuls dans le tour de table, mais il y a Pascal Cagny dans la boucle. Pascal Cagny, l'ancien directeur général d'Apple Europe, je le précise. Et également Legrand, qui est un gros équipementier dans le bâtiment. Ah bah oui, c'est un groupe mondial. On a tous du Legrand un peu ou beaucoup à la maison. Sur les interrupteurs, c'est marqué. Sur Twitter, nous aussi, d'ailleurs, des Legrand. Enfin, oui, c'est vrai, absolument. D'ailleurs, je veux pas t'interrompre, Gilles, parce qu'on va parler d'un 3e thermostat connecté dans un instant, mais je pense qu'Alexandra Legrand a un faible pour les hommes en uniforme, parce qu'elle nous suggère peut-être à l'avenir de porter tous un t-shirt identique avec le logo iWeek TV. C'est vrai qu'on ferait un début d'équipe de football américain, peut-être, Jean-Christophe, non ? Ça me paraît une très bonne idée, même si moi j'ai choisi de rendre hommage à Steve Jobs aujourd'hui. Voilà. Le t-shirt iWeek est pas mal du tout. C'est vrai, avec ton col cheminé. On pourrait peut-être faire des cols cheminés d'ailleurs. Bon, un peu cher, hein, le grand couturier. C'était quoi la marque d'ailleurs des cols cheminés ? C'était Armani. C'était Armani ? Ah oui. Alors on est un peu hors budget peut-être pour la prochaine collection iWeek, mais en tout cas on va y penser. Gilles, à propos de ces thermostats connectés, tu nous as soufflé une 3e marque que moi je ne connaissais pas de nom, c'est Tado. Oui, c'est celle que j'utilise, et ce sont des Allemands. Ils sont partis un tout petit peu avant Netatmo. Et donc eux gèrent l'eau chaude. Et on a ce système. Alors, j'ai oublié de dire que avec votre appli sur votre smartphone, le thermostat sait quand vous quittez la pièce, et plutôt quand vous quittez le logement, et quand est-ce qu'il doit passer en mode économie d'énergie. Ouais, c'est pas mal. Alors, c'est également le plus cher, mais il a un système assez intelligent, dans la mesure où ils ont prévu également de sortir des robinets thermostatiques qu'on met sur les radiateurs et qui va correspondre avec la centrale qui gère le départ et l'arrêt de la chaudière. Ils ont également un système avec l'air conditionné. Bon, on va pas faire une spéciale. Remarquez cette saison. Hein, on va pas faire une spéciale chauffage là tout de suite, mais en tout cas, c'est vrai que ça fait partie des idées. Le problème encore, tu l'évoquais, Élie, c'est que c'est pas juste un objet connecté qu'on installe à la maison. Il faut que ça fonctionne en bonne intelligence avec toute son installation existante. Et ça, c'est pas évident du tout.
Absolument. Et le problème, c'est que les résidences en France ne sont pas aux normes américaines. Et donc, quand ils ont sorti les premiers exemplaires, ils se sont rendus compte que soit tu as des maisons individuelles, et généralement, c'est du chauffage électrique, et la plupart du temps, il n'y a pas de fil pilote. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faudrait trouver un moyen pour pouvoir communiquer avec chacun des chauffages. Ce qui se fait en domotique, il y a des petits interrupteurs qu'on met derrière le chauffage à l'intérieur de la prise et qui font du on-off, mais c'est pas aussi précis qu'un thermostat. Ouais. Et quand on a une chaudière, après, il y a des problèmes de compatibilité avec la pièce et les modèles de chaudières européennes sont pas du tout les mêmes que les chaudières américaines. Et donc, c'est pas facile. Bon, moi, j'ai quand même retenu qu'il faut prendre une petite laine pour aller chez Gilles, parce que 16 la nuit, 19 pendant la journée. J'allais dire, ouais. C'est très très juste, c'est très très juste. Et ça je peux dire un mot sur les chaudières américaines. Oui, c'est un jeu de Alors, justement, moi j'ai été très intéressé par ce sujet et je pensais que c'était tout simple puisque j'ai été sur place. Sauf qu'il y a un détail, c'est que dans pas mal d'appartements américains, notamment le mien, vous avez un thermostat par pièce. Donc c'est pas un Nest ou un Etatmo qu'il faut acheter. Chez moi, c'est 4. Donc je l'ai pas fait parce que c'est pour ça que ça marche. Voilà. Ils ont fait une bonne étude de marché, c'est bien. Bon, allez, on va avancer. Il nous reste pas énormément de temps puisqu'il est 51. On a encore 5-6 minutes pour évoquer quelques sujets de l'actu. Tu peux parler du DxO One ? Tu veux revenir sur le DxO One ? Oui, alors ce qui est un appareil photo qui se branche sur l'iPhone et qui est un véritable comment dire. Il y a un capteur supplémentaire qui fait 1 pouce, c'est-à-dire que c'est la taille d'un capteur de compact, et ils ont un système très très intelligent ils appellent ça du super RAW, c'est-à-dire qu'ils prennent 4 photos en même temps et ils regardent de façon aléatoire le bruit qui est généré, et ce qui fait qu'à partir de 4 photos, ils en font une, et ils arrivent à avoir des résultats assez exceptionnels sur un format A2 qui est du 40-60 d'agrandissement. Ils arrivent à avoir un résultat tout à fait exceptionnel sur du 6400 ISO, ce qui est comment dire, il n'y a pas d'équivalent, sauf avec un très très bon réflexe professionnel. Ouais, je suis d'accord. Ça vaut c'est vrai. Environ 600 €. Voilà, tu l'as dit, Gilles, le gros problème du DxO One, c'est que ça vaut très très cher, ça vaut le prix d'un appareil photo, quoi. Oui, mais on a on a un meilleur résultat qu'avec un appareil photo de la même catégorie. D'accord, mais du coup, est-ce que ça vaut le coup voilà. Le prix fait qu'on se pose vraiment la question. Si on a déjà un iPhone, de rajouter cet accessoire-là, on a vraiment un excellent appareil photo, alors que on aurait le prix d'un réflexe de bonne qualité reste supérieur au DxO One largement. Oui. On a quelques suggestions de cadeaux sur Twitter de votre part, c'est sympa. C'est vrai que Pimous nous rappelle que Weezings, donc marque française, notamment à sa petite caméra de surveillance qui s'appelle Aura. Alors, qui c'est pas vraiment une caméra de surveillance, c'est un système de monitoring du sommeil, pour être très précis. Parce que je crois que c'est un capteur qui se place sous le matelas. C'est vrai qu'il y a de très bons produits connectés chez Weezings qu'on a suivi notamment au CES et qu'on va retrouver dans quelques semaines. D'ailleurs, je profite de cette parenthèse pour vous dire dès maintenant que nous serons de retour en direct du CES de Las Vegas. Je vous donne déjà rendez-vous avec toute l'équipe de Watch qui s'envole juste après le réveillon du 31 décembre. On sera sur place avec 4 quotidiennes en direct du 6 au 9 janvier. À un horaire sans doute plus tardif que d'habitude. Vous pourrez nous regarder tranquillement à la maison le soir après être rentré du boulot et avoir couché les enfants. Ce sera sans doute autour de 22h. Et donc, on vous donne rendez-vous pour 4 heures de direct depuis le CES. Voilà, je voulais juste vous donner cette petite nouvelle en avant-première. Avant de revenir à quelques petites infos, Gilles, si tu le veux bien, pour finir cette édition d'iWeek, Teddy, tu nous as signalé cette nouvelle qui concerne la PS4.
avec une appli Remote Play pour C'est Mac. ça. Alors, attends, que je te retrouve le truc. En fait, donc c'est le président de Sony Computer Entertainment qui, sur Twitter, a indiqué hier que Sony travaillait à porter l'application donc Remote Play sur PC et aussi sur Mac. Alors, Remote Play, en fait, pour l'instant, ça existe déjà. Ça permet, si vous voulez, vous commencez une partie sur votre PS4 reliée à votre téléviseur, et puis là, il y a madame qui arrive et qui va regarder Les Feux de l'amour, par exemple. Oh, tout de suite. Non, mais comme ça, ou d'Eric. Plus belle la vie. Ou Plus belle la vie, tout à fait. Et donc là, en fait, si vous aviez une PS Vita jusqu'à présent, vous pouviez continuer votre partie sur votre PS Vita grâce à cette application Remote Play. C'était également faisable sur certains Xperia, mais pas tous. C'est plutôt les modèles haut de gamme. Et bien voilà, donc à plus ou moins brève échéance, parce que ça, par contre, il n'a pas dit quand est-ce que ce sera disponible, mais a priori, ça sera également faisable. C'est-à-dire que vous pourrez commencer votre partie sur votre PS4, et puis une fois que vous serez fait chasser du canapé, vous irez continuer votre partie sur votre Mac. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle pour tous les possesseurs de PS4. Et ben voilà, excellent. Merci Teddy. D'autres news qui arrivent via Twitter. D'abord, quelques réactions sur le CES 2016 et Kael qui nous dit que c'est une excellente nouvelle. Il sera au rendez-vous comme toujours. C'est sympa, on compte sur vous. Idée de cadeau, alors un cadeau sympa, une clé USB Lightning pour les devices sous iOS. Vous en avez déjà vu? Oui. Ouais. Moi, j'en ai vu. C'est-à-dire ça ne marchera jamais bien. C'est quelque chose que je vous déconseille. Honnêtement, iOS n'est pas fait du tout pour ça. Donc, il y en avait déjà avec connecteur 30. Ils en ont fait une sous Lightning avec USB de l'autre côté. Donc, il y a les deux connecteurs. Ça fonctionne avec une appli. Et donc, cette appli vous permet de transférer certaines choses, certaines photos ou certains éléments, mais c'est pas universel. C'est pas du tout comme si vous branchiez un disque USB ou une clé USB normale sur un ordinateur. iOS vous empêchera toujours de faire un transfert ou d'accéder à la totalité du contenu. Donc, vous serez forcément frustré. Voilà, moi, je déconseille. Ouais. Donc, Pimous, c'est une bonne, mais en fait, c'est pas une bonne idée. Voilà. C'est une fausse bonne idée pour être très précis. C'est-à-dire que, voilà, je donne juste un détail. LaCie avait fait ça avec un disque qui était Wi-Fi et il disait, augmentez votre stockage, ça venait de Seagate, grâce à un autre disque qui est Wi-Fi, etc. Apple, ayant vu ça pas d'un bon œil, ils ont fait une petite modification dans iOS 9 qui empêche de jouer les vidéos. Et donc, on a des tas de clients qui avaient mis toute leur filmothèque sur le disque USB connecté, etc., compatible iOS, sauf que ça ne marche plus et ils ne savent plus comment faire. Et on a des tas de clients qui râlent. Et là, ils ne savent pas faire parce qu'Apple a dit, nous, de toute façon, on vous a toujours dit qu'on ne voulait pas le faire. Donc, vous avez essayé de contourner les trucs. Voilà, c'est un peu comme le jailbreak. Donc, ils l'ont bloqué. Voilà. Bon, ouais. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup moins de souplesse de ce côté-là que sur Mac, c'est sans comparaison. En fait, iOS est bâti sur ce concept de sandboxing, donc qui donne une énorme sécurité aux appareils. C'est pour ça d'ailleurs que les iPads sont autorisés dans les cockpits des avions, etc., etc. À partir du moment où on veut faire une clé USB, donc donner un peu d'universalité, pouvoir transférer des contenus divers, on est obligé de jouer un peu avec le sandboxing et du coup, Apple aime pas. Le sandboxing, en fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est que dans iOS, les applis et les données partagent un même espace. Les contacts sont dans l'application Contact, les cartes GPS sont dans l'application GPS et la musique est dans l'appli Musique. Et par exemple, une appli tierce ne peut pas venir demander des contacts à l'appli Contact, contrairement à Android. Le système verrouille. Alors évidemment, Apple peut le faire, peut autoriser dans certains cas, mais par défaut, c'est verrouillé. Ok les amis, on va quasiment arriver à la fin de cette heure. C'est vrai que ça passe trop vite. Je sais que vous demandez souvent que l'émission soit plus longue. C'est compliqué à faire de manière un peu concrète, mais c'est vrai que ça passe très très vite. Quelques réactions pour finir. Titou, à propos de ces fameuses clés Lightning, nous dit qu'il a celle de Leaf, USA Leaf, L-E-E-F, et c'est super, dit-il. Voilà. Kael tempère en disant qu'iOS n'est juste absolument pas optimisé pour de l'entrée USB. Fausse bonne idée. Et puis Patrice Lambert a déjà pris une longueur d'avance puisqu'il nous souhaite déjà une bonne soirée. C'est ce que je vais vous souhaiter aussi, mes amis. Salut Teddy.
Salut Benjamin, et puis on se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. Et on te retrouve sur My Teddyland et dans l'école des fanboys, évidemment. Voilà, l'école des fanboys, dont le nouvel épisode, l'épisode 9 est en ligne depuis le week-end dernier. Il est en 2 parties. Donc la première partie c'était samedi dernier, la deuxième c'est samedi prochain, et on est très content parce qu'on n'a jamais fait un démarrage aussi fort. Donc merci à tous ceux qui regardent l'émission. Et voilà, la fidélité paye, évidemment. Salut Jean-Christophe, bonne journée à San Francisco. Merci, bonne soirée à vous et à la semaine prochaine. Oh, et puis il est temps qu'on parte parce que la qualité s'est dégradée, là, c'est impressionnant. Je vais demander à Roux. Ouais, je pense que Nest, tu dois être piraté par Nest, là, à mon avis. Ouh là là, oui, il est vraiment temps qu'on se quitte. Salut Ellie. Salut. On se voit dans 15 jours. Je ne serai pas là la semaine prochaine, mais on se voit dans 15 jours avec plaisir. Avec grand plaisir, Ellie. Et puis salut Gilles. Bonne soirée à toi aussi. Merci d'avoir été avec nous dans iWeek. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Une bonne journée si vous nous regardez en replay. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver évidemment sur watch.tv, sur l'iTunes Store en podcast avec 5 podcasts gratuits évidemment, 4 podcasts vidéo du plus petit format jusqu'à la HD, puis un podcast audio par exemple pour nous écouter en voiture ou à la salle de sport. Passez une très bonne soirée et les programmes continuent sur Watch. Salut à tous.